Bien, donc on va passer la parole à Baptiste. Baptiste, qui est là. Voilà. Donc Baptiste Tornary, qui est notre chef économiste chez BPI France et qui va nous parler de la volatilité géopolitique et financière et des perspectives pour 2024-2025 dans ce cadre. Merci Baptiste. Merci Myriam. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc comme l'an dernier, comme les années précédentes, finalement, il me revient de partager avec vous quelques éléments d'appréciation de la situation de l'économie mondiale et de ses perspectives. Donc bien évidemment, en 15 minutes, ça va être un survol. Je ne vais pas m'attacher à décrire de façon détaillée toutes les tendances à l'œuvre dans l'économie mondiale. Mais je voulais m'attarder sur certaines des principales facettes pour arriver à une conclusion que je vais vous donner d'ailleurs tout de suite, et qui est de dire que bien évidemment on est dans un contexte depuis plusieurs années maintenant extrêmement volatile, des risques qui ont globalement augmenté, des risques financiers, des risques souverains, des risques géopolitiques qui ne font que s'escalader, mais pour autant, encore aujourd'hui, quand on essaie de dresser des perspectives pour la croissance mondiale, pour le commerce mondial, pour cette année et l'année prochaine, je vais rester modeste dans mes perspectives et m'arrêter à l'horizon de 2025, on peut être encore aujourd'hui modérément optimiste sur ces perspectives, malgré cette volatilité et ces risques qui sont toujours bel et bien présents. Et d'ailleurs, dans cette même salle, il y a quelques mois, on avait présenté les résultats d'un nouveau baromètre qu'on mène chez BPI France sur les projections à l'international des PME. Vous savez, on fait beaucoup d'enquêtes sur les PME ETI. On a créé un nouveau baromètre sur l'export. Et finalement, le message est à peu près le même, qui était de dire, du point de vue cette fois des PME qui se projettent à l'international, qu'encore en 2024, elles attendaient principalement la performance de l'export pour cette année, malgré l'environnement et les obstacles qu'on peut y trouver. Voilà, donc j'ai quelques minutes pour m'expliquer, ayant donné déjà cette conclusion. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de illustrer ce propos. Alors, comment on revient en arrière? Par quelques facettes qui nous paraissent importantes pour essayer de radiographier les forces en présence et les risques également qui découlent des déséquilibres du système mondial aujourd'hui. Donc, premier élément, première facette importante, c'est ce qui se passe du côté des économies qu'on dit avancées, des économies développées, avec un fait marquant que vous avez tous bien en tête. Il est abondamment commenté, c'est la dynamique quasi insolente de l'économie américaine depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, depuis la sortie de la crise Covid, et encore plus quand on compare avec la dynamique de l'économie européenne, qui, elle, vous le voyez sur le graphique de gauche ici, est en quasi-stagnation depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Et vous voyez que l'écart Europe-États-Unis en termes de croissance du PIB sur la gauche n'a fait que s'amplifier, en particulier sur la dernière année. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des États-Unis qui ne se passe pas du côté de l'Europe? L'Europe, bien évidemment, est en première ligne face aux conséquences du choc énergétique. Mais du côté des États-Unis, il y a un certain nombre de moteurs qui soutiennent cette croissance. C'est d'une part des déficits publics extrêmement élevés, et beaucoup plus qu'en Europe qui pourtant ces dernières années était assez conséquent. Donc premier évidemment soutien important à la dynamique de croissance américaine. Le secteur énergétique qui est aussi un très fort avantage pour l'économie américaine, premier pays pétrolier mondial, premier pays gazier, donc ça n'a évidemment pas été un handicap ces dernières années. Et puis également une vague migratoire extrêmement forte en 2023 qui a soutenu l'économie, que ce soit du côté de l'offre ou la demande. Et dernier élément, c'est une confiance des consommateurs américains à toute épreuve, même dans le contexte inflationniste, où les ménages américains, contrairement aux Européens, ont puisé dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation désiré face au choc inflationniste. Et la conséquence de tout ça, là où se distingue vraiment la dynamique américaine, c'est du côté de la consommation. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, avec une consommation américaine qui, vous le voyez, depuis la sortie de la crise Covid, est vraiment sortie de son lit. C'est quasi une excroissance de la consommation américaine qui est toujours présente
jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'elle a largement dépassé sa tendance régulière d'avant crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment un point clé pour l'économie mondiale, un facteur clé de soutien à la dynamique de l'économie mondiale, encore jusqu'à aujourd'hui, avec un effet d'entraînement évidemment important pour toutes les économies qui participent directement ou indirectement à la satisfaction du consommateur américain. Alors, l'Europe, évidemment, fait un petit peu pâle figure par rapport à cette dynamique américaine, mais vous voyez dans le titre, on estime quand même que du côté de l'Europe, on ne mérite pas tout à fait, compte tenu de la violence du choc, et c'est en particulier le cas quand on regarde ce qui se passe du côté du marché du travail en Europe, en zone euro. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, hein, la courbe en bleu foncé, c'est la moyenne de la zone euro, et vous voyez que encore aujourd'hui, malgré la très très faible croissance du PIB, eh bien, on est à un niveau de taux de chômage historiquement faible en zone euro. Donc, c'est vraiment pas du tout l'image d'une zone économique en retournement de cycle, en récession. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contraintes avec l'inflation et les taux, donc la croissance est très faible. Mais en tout cas, quand on voit ce qui se passe sur le marché du travail, on se dit que les possibilités de rebond sont là. Pour ça, bien évidemment, il y a un paramètre clé qui doit se débloquer, c'est la dynamique de l'inflation. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphique de droite, et c'est plutôt positif. On voit maintenant se concrétiser depuis plusieurs trimestres une baisse régulière de l'inflation, que ce soit du côté des États-Unis, mais là, ici, je commente surtout l'Europe. Pour autant, vous voyez qu'on n'est pas non plus encore dans la zone de confort des banquiers centraux, hein, qui pour la zone monétaire euro comme dollar, hein, est juste en dessous des 2%. On s'y approche, donc tout ça contribue en 2024 à redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux ménages européens, mais on n'est pas encore dans une zone de confort suffisante pour que finalement la politique monétaire embraye et commence à desserrer les taux des taux d'intérêt. Ça fait beaucoup de taux dans cette phrase, même si c'est vrai qu'on voit un début d'amorce d'assouplissement du côté des banques centrales, en particulier du côté de la BCE ces dernières semaines. Vous voyez sur le graphique de gauche sont les perspectives de taux monétaires pour les prochains trimestres, pour les prochaines années. Et vous voyez que, somme toute, ce à quoi on s'attend, compte tenu d'une dynamique d'inflation qui reflue, mais avec une certaine inertie, c'est que ce desserrement monétaire va être, somme toute, très progressif. Et donc tout ça fait que, quand on essaie d'anticiper les conditions du rebond, par exemple pour l'Europe, on s'attend plutôt à l'année 2025 que l'année 2024. Un mot du côté des pays émergents, dont je ne vais pas rentrer dans la complexité et l'hétérogénéité, mais globalement, la situation est à peu près similaire. Si on met de côté quelques cas particuliers qui ressortent sur ce graphique, avec des pays qui font face à des chocs très spécifiques comme la Turquie, le Nigeria ou l'Égypte, mais pour le reste, on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire des taux qui ont augmenté face à la poussée inflationniste, un plateau atteint, voire un début de reflux de ces taux, qui est déjà à l'œuvre dans certaines de ces économies émergentes, mais pour autant des taux qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise inflationniste. Et donc tout ça est toujours limitant sur la croissance et a pour corollaire également de continuer à finalement alimenter les risques financiers et notamment les risques souverains. Évidemment, cette remontée des taux fait que tout ça pèse de plus en plus dans les budgets des agents qui s'endettent et en particulier les États. Et c'est un point d'ailleurs que j'avais mentionné l'année précédente et que vous voyez à peu près dans les mêmes termes aujourd'hui. Vous voyez sur le graphique de gauche ici, c'est le poids de la charge de la dette dans les budgets nationaux. Et vous voyez que ce poids est de plus en plus important, en particulier sur un certain nombre de zones géographiques comme l'Afrique subsaharienne. Alors, sur l'Afrique subsaharienne, d'ailleurs, il y a quand même un certain nombre de facteurs un petit peu, disons,
plutôt positif en ce début d'année, c'est-à-dire que même face à une augmentation assez nette de la charge de la dette, il y a un certain nombre d'économies africaines qui commencent à retourner sur les marchés de capitaux. Voilà, donc dernière facette que je voulais exposer ici, c'est les risques géopolitiques. Donc risques géopolitiques qui sont vraiment le dernier véritablement des tensions qu'on peut aborder du côté de la situation de l'économie mondiale. Donc du côté des tensions géopolitiques, on a évidemment tout ce qui se passe du côté des tensions commerciales qui s'escaladent du côté de la relation Chine-États-Unis, mais qui évidemment se diffusent à un ensemble d'autres économies, entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Chine, entre l'Europe et la Chine, et entre la Chine et le monde émergent. On a évidemment un certain nombre d'autres chocs géopolitiques qui se manifestent aujourd'hui à travers la planète. On peut penser aux conflits du côté du Moyen-Orient qui ont un impact sur un certain nombre de pays, mais qui aussi ont un impact sur un certain nombre de routes commerciales avec des conséquences assez directes sur le commerce mondial. Donc tout ça a des conséquences très visibles sur tout simplement les échanges autour de la planète. On voit sur le graphique de gauche que tout ça a des conséquences assez importantes sur les flux de marchandises entre les pays qui s'affrontent géopolitiquement à coup de relèvement de tarifs. C'est le cas du côté de l'économie américaine où on voit le poids de la Chine qui a énormément diminué en tant que fournisseur de l'économie américaine depuis l'année 2015 et depuis l'époque de l'administration Trump. Et de l'autre côté, on a évidemment des conséquences plus générales sur les prix, puisque tous ces chocs, alors évidemment les chocs sur les tarifs douaniers ont un impact assez direct sur les prix. On a également ces tensions au Moyen-Orient qui contribuent à relever un certain nombre de coûts de fret qui, vous voyez sur le graphique de droite, repartent à la hausse. Donc tout ça, finalement, entraîne une mondialisation de plus en plus coûteuse. Alors pour autant, est-ce qu'on peut parler de démondialisation ou de fragmentation de la mondialisation, c'est-à-dire une logique de mondialisation qui se passerait entre blocs hermétiquement fermés, de blocs géopolitiquement compatibles qui n'échangeraient plus entre eux? C'est pas véritablement nous ce qu'on pense, en tout cas ce qu'on analyse, puisque du côté de la thèse de la démondialisation, il suffit de regarder ce qui se passe du côté de la Chine, des excédents chinois, vous voyez ça sur le graphique de gauche, où finalement, depuis 2019, vous voyez une poursuite de l'envolée des excédents chinois en termes de poids dans le PIB mondial, un choc qui est, somme toute, en magnitude comparable à celui qu'on avait vu entre 2001 et 2007 et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Donc tout ça, finalement, nous conduit à penser que malgré les tarifs, malgré les mesures restrictives sur le commerce mondial, la mondialisation se poursuit, en tout cas le poids de la Chine est loin de refluer. Deuxième élément est plutôt par rapport à la thèse de la fragmentation, qui peut être aussi beaucoup commentée, c'est que quand on regarde tout simplement, c'est le graphique de droite, la balance commerciale chinoise c'est en haut, donc des excédents qui ont très fortement d'ailleurs augmenté ces dernières années, et le déficit commercial américain qui ne fait que s'amplifier, et d'ailleurs avec une évolution extrêmement symétrique par rapport à l'excédent commercial chinois, eh bien tout ça laisse penser que loin de voir le monde se fragmenter, on a plutôt un monde qui se complexifie, des chaînes de valeur qui se complexifient, mais avec, à la fin des fins, un producteur principal au monde qui reste la Chine et un consommateur final principal au monde qui reste les États-Unis, et donc un mouvement de marchandises qui continue d'aller de ce producteur à ce consommateur, avec peut-être davantage d'étapes intermédiaires.
Et tout ça fait que finalement, dans ce contexte géopolitique qui est assez négatif de prime abord, hein, qui fait que la mondialisation est plus difficile, plus inflationniste, hein, avec ses impacts sur les prix, on a quand même des zones qui tirent leur épingle du jeu là-dedans. On peut s'en rendre compte en regardant la dynamique de la production industrielle au niveau mondial. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, avec un centre de gravité de la production industrielle qui continue de se déplacer vers les pays émergents, et des zones en particulier qui tirent leur épingle du jeu au vu de ces tensions commerciales et qui s'intercalent entre les adversaires géopolitiques. Donc on retrouve ces pays en Amérique du Nord avec le Mexique, et beaucoup aussi dans la zone Asie du Sud, Asie du Sud-Est, notamment avec des économies comme le Vietnam, l'Inde. Et tout ça se reflète en termes d'attractivité pour ces zones. Ça se voit notamment dans la dynamique des investissements directs étrangers. Vous voyez sur le graphique de droite, ce n'est pas un hasard si on continue de voir l'Asie et l'Amérique du Nord en tête de l'attractivité en termes d'investissement direct étranger, puisque ces pays peuvent avoir un double bénéfice, attirant à la fois les investissements chinois et attirant à la fois les investissements américains et plus généralement occidentaux. Voilà, donc tout ça se résume par des perspectives de croissance que vous voyez résumées ici. Donc des perspectives de croissance, comme j'ai dit en introduction, modérément optimistes, puisque quand on regarde un petit peu ces chiffres, on voit qu'à l'horizon 2025, ce qu'on anticipe, c'est une croissance relativement robuste de l'économie mondiale, vous voyez, assez stable à 3,2%. Alors certes, un peu moins élevé que ce qu'on avait connu dans les années avant crise Covid, mais loin d'être déméritant, avec d'un côté une dynamique plutôt au rebond du côté des pays avancés. Donc ça traduit le rebond anticipé de l'économie européenne à l'horizon 2025. Et en contrepartie, un atterrissage qu'on pense encore possible en douceur du côté de l'économie américaine à cet horizon 2025. Et puis du côté des pays émergents, là aussi beaucoup de résilience dans les perspectives de croissance, là encore avec des zones qui tirent leur épingle du jeu, malgré l'environnement géopolitique extrêmement volatile et qui se durcit. Donc j'ai parlé notamment de la zone Asie, vous voyez sur la carte du monde, c'est une zone qui ressort très fortement en vert en termes de perspectives de croissance pour ces 2 prochaines années. Mais vous avez aussi sur le continent africain toujours des dynamiques extrêmement fortes, extrêmement intéressantes, notamment du côté d'économies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai quelques minutes encore pour la conclusion. J'avais promis de reparler du baromètre export qu'on avait lancé en ce début d'année et où on avait interrogé finalement les PME quant à leurs perspectives de croissance pour l'année 2024, avec beaucoup de résultats intéressants. J'en ai repris seulement quelques-uns. Le premier qui est que quand on leur a demandé de se projeter sur l'année 2024, les performances les plus dynamiques, c'est-à-dire les entreprises les plus dynamiques de notre panel étaient les entreprises exportatrices, de façon très claire. Donc on voyait que l'export était un vrai levier de croissance encore attendu pour 2024, avec en particulier, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, une dynamique 2 fois plus importante attendue pour les PME qui se projetaient sur disons, le grand export, c'est-à-dire l'export au-delà des frontières de l'Union européenne. Donc tout ça est assez logique finalement par rapport aux perspectives que je viens de vous donner. On a posé également la question des obstacles quant aux différentes zones d'exportation. On a posé la question des obstacles que les PME peuvent affronter en leur demandant une forme de hiérarchie entre ces obstacles. De façon générale, et sans surprise pour des PME, ce sont les coûts de prospection qui reviennent le plus souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde PME par PME en fonction des zones dans lesquelles elles se projettent, eh bien, on voit que cette hiérarchie peut assez fortement varier. Et on retrouve des notions de risque de délai de paiement, de volatilité macroéconomique, volatilité financière,
qui peuvent arriver en tête des préoccupations sur certaines zones, comme celle de l'Afrique subsaharienne ou comme, dans une moindre mesure, l'Amérique latine. Donc on retrouve bien ici aussi cette notion de risque, notamment les risques souverains que j'ai évoqués et qui peuvent être évidemment des obstacles assez importants qu'il faut arriver à surmonter pour profiter des dynamiques de ces zones. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, donc, comme vous l'avez compris, que ce soit à travers ce baromètre, que ce soit à travers de l'analyse des plus récentes tendances, on est encore toujours modérément optimiste pour les perspectives de croissance pour ces 2 prochaines années, même si, vous l'avez compris, les risques n'ont pas disparu, les risques souverains, les risques géopolitiques, et on peut s'attendre à encore beaucoup de volatilité, donc bien entendu une situation qu'il faudra encore profondément surveiller. Merci. Merci beaucoup Baptiste, merci pour cette présentation complète et synthétique surtout.